continue ce plateau en direct depuis le parc de la Citadelle à Strasbourg à l'occasion de la rentrée des associations. Voilà une manifestation qui se déroule sur 2 jours, aujourd'hui et demain. Vous pouvez venir au parc de la Citadelle à Strasbourg, rencontrer plus de 200 associations et bien sûr discuter avec elles. Il y a des stands, il y a plein d'animations et nous on vous propose un contenu live sur les pages Facebook de la Maison des Associations et celle de Radio Arc-en-Ciel. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre au parc de la Citadelle et pour ceux qui ne peuvent pas, on va essayer de vous aider à plonger un petit peu dans la réalité de toutes ces associations qui sont là et qui se présentent pour nous. Pour ce plateau consacré au thème de la solidarité internationale et humanitaire, 4 associations qui nous ont rejoints et on va faire un petit tour de table déjà pour vous présenter. J'ai sur ma gauche, et je commence par vous parce que le nom de l'association n'est pas facile à prononcer, Machacuera. C'est juste? Alors, je m'appelle Myriam Pérez, je suis une des fondatrices de Machacuera. D'accord. Machacuera, c'est un nom qui veut dire vent nouveau en Aymara, donc la langue des hauts plateaux boliviens. D'accord, oui, on parle de Bolivie du coup et d'entraide aussi. Voilà, on découvrira l'association tout à l'heure. Elle existe depuis quand l'association? 2005. 2005, très bien. Également autour de la table, Marie-Rosa pour l'association Solidarité Nzangonia. Nzangonia. En fait, je m'appelle Maria Rosa Canale Prévost, je suis italienne et française. Donc en fait, cette association Solidarité Nzangonia a pour but de forer un puits dans une école à Bangui, en République centrafricaine. Voilà, elle a été créée exprès pour ça il y a 2 ans. Il y a 2 ans, d'accord. Voilà, et la réalisation est en cours ou est-ce que par rapport à... Alors nous avons défini le projet au cours des 2 dernières années. Ces 2 années ont été consacrées à la partie administrative. Nous avons défini le projet et maintenant nous sommes à la recherche des fonds, des dons. Donc il nous faut 60 000 € en tout. Pour finaliser le projet. Pour finaliser, oui. Très bien, on entendra ça également en détail tout à l'heure. Merci. Également l'association La Calebasse de Taureau. Oui. Avec Elisabeth. Bonjour. Bonjour à tous. Nous on est la Calebasse de Taureau. C'est une association franco-mauritanienne basée à Bichheim qui intervient dans le foot à taureau, sud de Mauritanie, nord Sénégal, et dans le domaine de l'éducation. On va voyager, voilà. On se réjouit du voyage en perspective. Également l'association Icared, représentée par Khadija. Oui. Bienvenue, quelques Merci. mots sur l'association pour la définir. Alors, Icared, c'est Initiative citoyenne d'aide à la recherche en cas d'enlèvement et de disparition. Donc on s'est formé en fait au lendemain de la disparition d'une jeune fille en 2018. On était d'abord un collectif et voilà, on s'est structuré à la suite de ça en association. Aujourd'hui, justement, puisqu'on se souvient peut-être de cette affaire, on pourra peut-être en parler si vous le souhaitez, mais aujourd'hui, justement, dans les grandes lignes de l'action, quelle est-elle, justement, de l'association? Elle a vocation, en fait, d'aider des familles de victimes qui rencontrent les mêmes difficultés que la famille Le Tan. Donc, toutes les difficultés liées aux procédures juridiques, à la recherche de la victime, donc toute la logistique à mettre en place, en fait, pour rechercher une personne. On a une brigade de recherche, on a du matériel qui nous permet aujourd'hui d'effectuer des recherches dans le terrain et surtout les réseaux sociaux nous aident énormément parce qu'on peut déployer énormément de monde très rapidement. Très bien, donc là aussi on viendra en détail justement sur l'action de l'association. Avant justement d'explorer et de voyager aussi avec certains d'entre vous, est-ce que on peut parler de l'actualité malheureusement Covid? Est-ce que justement, parce qu'on parlait avec des associations qui sont basées ici, à Strasbourg, qui agissent ici, est-ce que dans votre activité à vous, qui a pour la plupart d'entre vous en tout cas une dimension internationale, est-ce que le Covid vient poser problème? Et si oui, qu'est-ce qui se passe? En quoi vous êtes bloqué dans votre activité associative pour commencer le tour de table? Déjà à Strasbourg, dans nos activités pour avoir des financements, nous avons été bloqués parce qu'on n'a pas pu faire nos manifestations qu'on avait l'habitude de faire au printemps, les brocantes et différentes manifestations même avec Humanis. Sur place, sur le terrain, le pays vient d'être débloqué. La Bolivie, pardon. Ça a été vraiment très problématique, comme dans beaucoup d'autres pays. Et donc, nos projets sont restés en stand-by. On n'a pas pu réaliser ce qu'on voulait réaliser. On aurait pu, parce que moi, chaque année, je voyage 5 mois en Bolivie. Cette année, je n'ai pas pu y aller.
Mais on a une coordinatrice de projet, c'est elle qui recueille les données, qui prépare les projets, qui après, quand on arrive, on les fait ensemble. Elle n'a pas pu travailler parce qu'il n'y avait pas de transport, il n'y avait pas de possibilité de rien faire. Et en plus, elle est tombée malade, elle va mieux, heureusement, mais... Est-ce que la Bolivie, c'est un pays touché? On sait que le Brésil est fortement touché. Est-ce que la Bolivie, c'est un pays touché? C'est un pays qui a été très touché. On n'arrive malheureusement pas du tout à compter le nombre de morts ou d'infectés parce que les gens n'ont pas les moyens de se faire dépister, que les hôpitaux ont été complètement surbookés et c'est très cher pour y rentrer. Donc les gens ne se sont pas soignés ou sont restés chez eux et puis sont morts chez eux. Mais le pays a été très bloqué. Il y a eu et il y a encore des restrictions au niveau des transports, au niveau des sorties la nuit, du travail et tout. Mais les gens sont obligés de travailler parce que sinon ils ne gagnent pas d'argent et donc ils ne peuvent pas vivre. Comme ils disent, on meurt du Covid ou de faim. Oui. Voilà. On peut mesurer aussi un peu une certaine forme de chance qu'on a par rapport à des dispositifs qui sont déployés chez nous et peut-être tout le monde n'a pas ces dispositifs là. Dans votre travail, je continue le tour de table. Oui. Est-ce que justement vous avez été entravé par le Covid? J'imagine que oui. Oui, comme dans quelle mesure? Ma collègue, enfin à côté. Effectivement, on n'a pas pu mener d'action ici localement sur Strasbourg. D'habitude, on organise un concert avec la chorale du Conseil de l'Europe. Bon, on n'a pas pu le faire cette année. Par contre, et là-bas, en fait, aussi notre projet a pris du retard, 6 mois environ, du fait que tout était bloqué. L'entreprise qui devait nous fournir le devis était bloquée au Tchad. Donc, en fait, on a attendu et l'école est fermée. De toute façon, l'école qui nous intéresse à Nzangonia, au 6e arrondissement, est fermée pour le moment. Donc, les enfants ne sont pas là. Enfin, on pourrait peut-être faire effectivement les travaux, mais il nous manque les fonds. Voilà. Oui, très bien. Je propose de terminer par vous et on fera une petite pause dans ce rendez-vous. Je vous en dis plus dans quelques instants. Donc effectivement, en Mauritanie, Sénégal a été touché aussi. Le Sénégal encore plus que la Mauritanie, mais comme pour la Bolivie, le décompte n'est pas forcément exhaustif. Les problèmes sont, je pense, partout les mêmes dans les pays du Sud où c'est soit on meurt de faim, soit on meurt du Covid. Et nos projets ont été bloqués. On construit une école au Sénégal qui, avec des ouvriers mauritaniens, les frontières sont fermées, tout est bloqué, quoi. Voilà, en direct du parc de la Citadelle à Strasbourg, on le rappelle, avec bien cet événement, la rentrée des associations qui se passe sur 2 jours. Vous pouvez visiter toutes ces associations. On a plus de 200 installées ici au parc de la Citadelle, donc demain également. Et puis pour ceux qui ne se déplacent pas, on essaye de vous donner un petit aperçu, un petit coup d'œil sur tout ce dynamisme et sur ces associations qui travaillent et qui continuent d'agir aussi, on le disait, malgré un contexte sanitaire qui aide pas la plupart du temps. Alors, revenons-en à notre sujet, la vie de vos associations. Est-ce qu'on peut avoir justement plus d'éléments sur, on faisait un tour de table rapide tout à l'heure, plus d'éléments sur vos engagements respectifs, par exemple le projet actuellement qui vous occupe, changer le tour de table, Icared, l'association Icared. Le projet actuellement qui nous occupe, c'est plus l'accompagnement en fait de la famille Le Tan dans la préparation en fait du procès qui aura lieu en fait l'année prochaine. Maintenant, on a à peu près une date qui est déterminée, c'est octobre 2021. Donc tout l'accompagnement dans la lecture, de la procédure, etc. Savoir ce qu'il en est exactement aujourd'hui et pouvoir aussi envisager demain. Voilà, donc on est là, on les soutient, on essaye de leur apporter toute l'aide qu'il faut pour justement qu'ils se sentent le mieux accompagnés possible. Est-ce que, je ne sais pas si c'est c'est un sujet extrêmement délicat, donc oui, c'est sûr que c'est délicat de vous questionner, mais oui, est-ce que vous sentez que c'est difficile de maintenir le public
concernés. Et je pense que ça c'est toutes les associations qui ont ça. Il y a un coup d'éclat, il y a un coup dans l'actualité. Tout le monde se sent touché, tout le monde se sent concerné, et peut-être que ça retombe assez facilement. Est-ce que c'est votre sentiment ou pas du tout? Non, pas du tout. Au contraire, on a l'impression que justement, on remercie beaucoup les réseaux sociaux. On vit quand même dans une époque où l'information est immédiate et accessible. Via les réseaux sociaux, on a beaucoup de followers, de gens qui nous suivent. On est quasiment à plus de 7000 abonnés sur notre page. Donc c'est pas rien, c'est pas anodin. Donc ils sont en attente d'informations. Donc voilà, on a toutes ces personnes-là qui nous suivent au quotidien. Est-ce que on peut vous demander de peut-être recontextualiser ce qui s'était passé, ce qui a justement créé l'association? Oui, alors c'est à la suite d'une visite d'appartement. C'est une étudiante qui va visiter un appartement et qui se retrouve dans un guet-apens. Elle est reçue par ce monsieur, Jean-Marc Reiser, et on n'a plus de nouvelles d'elle pendant 15 jours. Donc là, c'était la grosse frayeur pour les parents, parce qu'il s'agissait en plus le 7 septembre, la date de la disparition, et c'était son anniversaire, donc elle était attendue pour fêter son anniversaire, donc là c'était vraiment inquiétant. Donc ce qu'il faut savoir en France, c'est lorsqu'on est confronté à ce genre de problématique, c'est quand on va au commissariat déclarer une disparition, on n'est pas forcément reçu de la meilleure manière possible et avec toute la bienveillance et l'accompagnement qu'il faut. Donc c'est une adulte, elle avait 20 ans, on considérait, en tout cas les agents qui ont reçu la famille à plusieurs reprises ont considéré qu'il s'agissait d'une disparition volontaire. Donc c'est aussi ce volet-là qu'on travaille avec l'association, c'est justement prendre en considération la famille et les demandes des familles et des proches. Pas laisser en fait un agent de police laisser à son jugement ou à son... Voilà, on ne peut pas fonctionner comme ça concrètement, donc on aurait pu, en gagnant du temps, peut-être, retrouver Sophie, tout simplement, donc d'autres personnes qui ont disparu comme ça aussi subitement. Donc il y a déjà cet aspect-là dans lequel on travaille. On travaille aussi aujourd'hui avec des étudiantes qui sont victimes d'agressions sexuelles et de vraies agressions, pour qu'elles puissent être aussi entendues et être prises en considération par la justice. Est-ce que du coup pour cette affaire où justement la dépouille, je crois, avait été retrouvée une année plus tard, c'était un long moment après, effectivement, on a passé toute une année à consacrer du temps à la recherche de Sophie. On a déployé énormément de monde, on était à chaque fois une centaine de personnes mobilisées à retrouver Sophie. On avait des éléments qui nous permettaient de tracer, en tout cas de sélectionner des endroits stratégiques pour la fouille. Le corps de Sophie a été retrouvé à 200 mètres d'un endroit qu'on avait visité, mais l'Alsace étant ce qu'elle est, c'est un immense territoire, et on est passé vraiment juste à côté de Sophie. Elle a été retrouvée par un promeneur, par un cueilleur de champignons, voilà. Et grâce à ça, voilà, la famille de Sophie a pu commencer son travail de résilience et récupérer le corps de Sophie. Et du coup, une toute dernière question, justement, dans le cadre maintenant de ce procès qui s'engage, etc. Quel est l'objectif de l'association par rapport à ce qu'elle cherche à dire? C'est l'accompagnement déjà psychologique de la famille, et c'est aussi tout le dysfonctionnement de la justice, en fait, cette opacité et cette souveraineté qu'a la justice aujourd'hui. Voilà, c'est pas du tout comme dans les films, il n'y a pas cette accessibilité. Les informations, on les reçoit généralement par la presse. C'est assez violent en fait. Quand on n'est pas confronté, on ne voit pas cette réalité-là. Et lorsque on est confronté, qu'on est en plein dedans, la réalité, elle est vraiment trash, elle est vraiment horrible. Et c'est important de le savoir et c'est important de le dire. Voilà. Donc les informations sont les plus importantes, par exemple, sont transmises par la presse, essentiellement. D'accord. Voilà.
Merci beaucoup pour la présentation de l'association Icared. Oui. On va continuer ce tour de table et voyager un petit peu avec la calebasse de taureau. C'est ça, je dis la chose entièrement. Et Elisabeth qui est avec nous pour nous parler de l'association. On en parlait également tout à l'heure un petit peu. Est-ce qu'on peut avoir plus en détail justement les projets d'actualité, les choses qui brûlent un petit peu sur le feu? Disons, là, on avait commencé en août 2019 le projet d'une construction d'école à Palekeli au nord du Sénégal. C'était 2 classes qui sont en branche et en paille. Donc nous, on voulait faire construire un bâtiment avec 2 salles en dur. Le projet a commencé doucement, donc par étapes. Et avec la crise du Covid, il a été arrêté à cause de la fermeture des frontières. Là, maintenant, il est arrêté à cause de la saison de pluie. Mais il reste le toit à faire, donc ça devrait être fini bientôt. Et comment se font les connexions comme ça? Parce qu'on entend souvent des humanitaires, des associations très connectées à un endroit très spécifique, un projet très spécifique, là pour le coup en Afrique, mais ça pourrait être ailleurs. Comment est-ce que ça se fait, cette connexion? Disons que c'est les Mauritaniens, les membres mauritaniens qui sont... on a toujours une commission au Sénégal et puis en Mauritanie et on demande quels sont les projets qui les intéressent, enfin quels sont leurs besoins, sachant que nous on travaille sur leurs besoins. Et après on est en contact par groupe WhatsApp pour définir les différentes choses. Mais c'est toujours sur la demande des bénéficiaires. D'accord. Et du coup, ici, en France, combien de personnes fonctionnent dans le collectif? On est 20 membres. D'accord. 20 membres. Et du coup, votre action ici, elle consiste en quoi? Vous levez des fonds peut-être? À lever des fonds ici pour pouvoir envoyer là-bas et faire travailler les gens sur place. Donc par des activités avec le collectif humaniste, la présence au village des associations, de l'emballage cadeau, la fête de la bière. En fait, on n'envoie pas de matériel là-bas. D'une part, ça revient trop cher et d'autre part, nous préférons faire travailler les gens sur place et leur procurer un revenu complémentaire. D'accord. Est-ce que l'activité, est-ce qu'elle existe depuis de nombreuses années ou est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt récent? Nous sommes créés depuis juillet 2014. Et vous avez constaté une montée en puissance ou est-ce que c'est de plus en plus difficile de fonctionner? Non, parce que déjà on était tous débutants dans la sauce et donc c'est vrai que petit à petit on apprend de mieux en mieux. Ce qui est effectivement compliqué cette année, c'est effectivement la levée des fonds comme pour toutes les assos. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus facile parce que notre réseau est de plus en plus grand. À force de participer à des manifestations, on connaît de plus en plus de monde. D'être dans un collectif comme celui d'Humanis permet d'avoir des connexions avec d'autres assos. Donc c'est vrai que moi je trouve que c'est plus facile. Oui, puisqu'on parlait des méandres judiciaires tout à l'heure avec Icared, mais j'imagine que pour envoyer des fonds en humanitaire en direction de l'Afrique, ça doit être un méandre aussi administratif ou non, peut-être? Non, préjugé? Non, d'accord, très bien. Non. Disons que quand quelqu'un y va, y a au moins toujours une personne qui y va au courant de l'année, donc soit on emmène l'argent, soit on envoie par WhatsApp ou par truc, mais parce qu'on l'envoie directement aux bénéficiaires. On n'en passe pas par des méandres et on ne sait pas où ça arrive. Oui, j'imagine que c'est... Alors ça pourrait être une question pour vous toutes, hein, mais la difficulté aujourd'hui, j'imagine, de trouver des partenaires sur place et peut-être l'intérêt des gens, justement, pour des structures à dimension humaine où il y a des partenaires de confiance implantés sur place et des projets de confiance implantés sur place. C'est ce que vous vivez aussi? Oui. D'accord. Peut-être un dernier mot, le besoin pour vous rejoindre c'est des fonds. C'est des fonds et puis aussi des bénévoles ponctuels pour nos grandes manifestations. Dans les petites, on s'en sort, mais pour les très grandes, voilà, c'est plus compliqué.
D'accord. Donc la calebasse de taureau, c'est le nom de l'association. Et donc en Mauritanie, hein, Mauritanie et Sénégal. Voilà. C'est la région du Fouta Toro où on intervient. On le voit peut-être là. Moi, j'ai apporté une carte de l'Afrique. Ah, il y a une carte. Voilà. Donc c'est ici, voilà. C'est vraiment le sud de la Mauritanie, nord Sénégal. Voilà. Alors, dites-moi si j'ai le doigt au bon endroit. C'est vrai, on voit à peu près, voilà, c'est ça. Non. Après, allez, attendez, on vous laisse mettre le doigt. Voilà, c'est là. Très bien, merci beaucoup. C'est vrai que ça aussi, c'est un grand cliché, je pense, hein, mais on parle de l'Afrique, etc. Mais l'Afrique, c'est ce continent-là, quoi. Voilà, c'est ça. Les réalités sont pas identiques. Sont différentes. Et même, on n'a rien à voir, on imagine bien. Mais c'est vrai qu'on a tendance à avoir un regard très réducteur, hein, et non connaisseur dans tous les cas sur justement cette Afrique. Voilà, on continue ce tour de table à la découverte des associations qui sont présentes à la rentrée des associations. Alors, je dis le nom court parce que c'est celui que j'ai noté, Maria Rosa. Ça va très bien. Même si j'ai bien compris qu'il y avait une partie italienne que je mets pour le coup. Donc pour l'association, il va peut-être falloir m'aider à nouveau. Solidarité Nzangonia, merci. Donc qui elle agit à Bangui, c'est bien ça? Bangui, oui. Bangui, pardon. La capitale de la République centrafricaine. Vous pouvez le montrer, le pays. Alors j'ai attention, apporté la carte. On remet la petite carte, voilà. Hop, tchouk. Le plus au centre, en bleu. Voilà. On fait un peu de sport, on tend les bras en même temps. Voilà, en fait, notre association est née d'une rencontre vraiment par hasard lors d'une soirée à la Caresse. Qui était organisée en 2016. Donc j'ai rencontré Gérald de Gozegba, comme ça, enfin bon, un jeune homme qui portait un drapeau, enfin un t-shirt avec un drapeau italien. Alors du coup, forcément, il fallait que je lui adresse la parole. Donc je l'ai invité à la table, on a fait plus en plus connaissance, on est devenus amis, on l'a invité à la maison avec mon mari. Et il était étudiant à Strasbourg. Et donc nous avons, au moment où il est parti, enfin il est retourné dans son pays et il nous a parlé de cette école qu'il avait fréquentée lui-même quand il était écolier, où il n'y a pas d'eau du tout. Et le cas est toujours le même. En fait, 30 ans après, il y a 7000 enfants dans cette école, dans le 6e arrondissement de Bangui. Et les enfants n'ont pas accès à l'eau potable. En fait, il n'y a pas d'eau du tout. Les enfants vont à l'école avec une bouteille, s'ils peuvent se la payer. Et voilà, il y a les toilettes aussi, enfin tout est à construire. Voilà, je peux montrer. Là, j'ai et des photos, oui. Quelques photos, voilà. Très bien. Donc ça, c'est un des bâtiments de l'école. Ah, le soleil fait ses ravages. Voilà. Alors on est content de l'avoir, mais pour montrer une photo, c'est moins simple. Voilà. Et là, et ça, c'est une classe. Je le tiens dans mon sens. À l'envers, très bien. Avec notre Gérald de Gozegba, donc notre vice-président de l'association, au milieu d'une classe avec 130 élèves. Alors c'est inimaginable, impensable pour nous, Européens, que les enfants étudient comme ça, dans ces conditions. Donc voilà, on est interpellés. Et du coup, on veut forer un puits au fond. Voilà. Et comment du coup, donc c'est intéressant parce que là on voit justement la connexion avec un lieu bien précis et la logique effectivement d'entraide qui se tisse. Et comment est-ce qu'on arrive à réunir des fonds et à mobiliser justement pour qu'un puits puisse se construire dans ce lieu précis? Alors on a organisé, nous avons lancé cette association à l'occasion d'un échange de chorales entre la chorale du Conseil de l'Europe, où je chante, et la chorale de Educant, une chorale de l'éducation nationale à Barcelone. Donc on avait fait un échange et du coup on a commencé à récolter des fonds à ce moment-là. Et ensuite donc l'association a été créée et nous avons organisé quelques manifestations comme une lecture. Nous avions invité un jeune Sénégalais à présenter son livre de poésie. Voilà, enfin des actions comme ça. Au Leclerc aussi, on a essayé de vendre des objets, enfin de l'artisanat que nous avons fait venir de Bangui. Voilà. Et du coup, est-ce que ça vous semble simple d'expliquer un projet de ce type-là et effectivement de permettre l'adhésion des gens à ce beau projet? Voilà, ou est-ce que c'est quelque chose de compliqué? Non, je pense que les gens comprennent. Bon, après, c'est sûr que ça va être l'étape suivante, je pense, d'essayer d'avoir des adhérents pour faire développer justement l'association. Mais bon, le projet actuel, c'est surtout le forage du puits, construction des châteaux d'eau, avoir une pompe, amener de l'eau pour 7000 enfants, c'est énorme. Donc c'est un gros projet, il faut 60 000 €, on va plutôt approcher les entreprises. J'espère que la crise du Covid
ne va pas nous mettre des bâtons dans les roues. Enfin bon, on reste optimiste. Et là aussi, peut-être dernière question, si justement on est intéressé, on veut avoir plus d'informations, on veut peut-être participer au Je crois projet. qu'il y a une page Facebook. Vous avez une page je sais Facebook. pas, mais... Alors on tape, j'imagine, Solidarité Nzangonia. Nzangonia, Voilà, d'accord. Bangui. Bangui. Et je pense que oui. On arrive à bon terme, super. Je pense qu'il doit y avoir. Alors, hop, tchouk, je vous Je pense renvoie. qu'il y a tout. Ouais. Ah non, voilà, ça c'est les toilettes. Ah, Inutilisables. ah oui, d'accord. Donc il y a urgence. Oui, d'accord. La photo des toilettes, je sais pas, bon, on la verra pas trop bien la vidéo, mais je peux vous le dire que ça C'est donne pas trop, inutilisable. Voilà. ça donne pas Ça trop donne envie. une idée. Nous voici notre mascotte. Ah ouais. Avec le logo, la cigogne qui apporte l'eau. Voilà. Ah. Très bien, merci beaucoup. Alors je me tourne vers vous, Myriam, pour parler de votre association qui, elle, est connectée à la Bolivie. Je vais vous laisser le redire, le nom de l'association pour... Alors l'association s'appelle Machac Huayra Synergie Bolivie. Machac Huayra veut dire vent nouveau. C'est un petit clin d'œil parce qu'on travaille principalement dans un village, la capitale de la province dans laquelle on travaille dans les hauts plateaux boliviens, qui s'appelle Santiago de Machaca. Et Machaca veut dire nouvelle. Et votre logo, il y a aussi une cigogne d'ailleurs. Il y a la cigogne et la vigogne qui est l'animal emblématique Ça des hauts ressemble à- plateaux boliviens. Ça ressemble un peu à un lama, la vigogne, non? Ou j'ai une C'est- bêtise Vous l'avez? Non. Ouais. C'est un lama qui est plus fin, plus altier, qui est sauvage. D'accord. Voilà, c'est le cousin. On Le- dirait que c'est le cousin. D'accord, le cousin sauvage, ça me va, très bien. Et notre amie, la cigogne bien alsacienne. Alors, parlez-nous un petit peu justement de votre actualité, de ce que vous vivez, des projets qui sont là pour l'association. Alors c'est vrai que nous, par rapport aux autres associations, on est une association qui a 15 ans d'existence. Elle a commencé avec des Français et des Boliviens. Mon mari est un Bolivien et moi-même ayant été il y a 40 ans en Bolivie comme infirmière. Donc c'est une région qu'on connaît bien, les gens qu'on connaît bien, ce qui est beaucoup plus facile de travailler et d'avoir des projets là-bas. Alors si on a commencé au départ au niveau éducatif et santé, c'est-à-dire distribuer du matériel scolaire, du matériel didactique, faire de la sensibilisation à l'hygiène ou à la santé. Et au niveau de la santé, on a fait des campagnes optiques et distribuer du matériel d'hygiène ou aider les centres de santé à s'équiper. Très rapidement, on s'est rendu compte qu'il fallait virer vers le développement parce que sans développement, voilà, on n'arrive à rien. Et le développement, un de nos projets phares en développement, c'est les serres semi-souterraines. On en a fait au moins 80 en 5 ans. C'est des serres qui sont à 2 mètres de profondeur, qui à 4000 mètres d'altitude permettent d'avoir des légumes, des fruits, même des arbres qui poussent tout seuls. Donc pour les gens, et j'y ai pensé pendant le Covid, ils avaient au moins des légumes parce que tout était fermé. Ces serres ont viré à la demande des gens parce qu'on travaille à la demande des gens uniquement. On nous a demandé de faire des serres poulaillers, donc pour des poules pondeuses. Il y en a 2 pour le moment et qui fonctionnent très bien, les gens sont contents. Et à la suite de jeunes qui sont venus, de jeunes éclaireurs d'Ilkirch, on a fait une serre compost. Donc pour utiliser tout le compost, donc on va un petit peu plus loin. Ça, on l'a fait dans une école. Le professeur est tout à fait partie prenante et il a même fait pousser des arbres dans les hauts plateaux. Ça va être magnifique de pouvoir planter les arbres qu'il a poussés. Et ce concept-là, justement, de la serre, j'avoue que c'est la première fois que j'entends l'idée et je la trouve intéressante. Ça vient d'où cette idée-là? Comment vous l'avez C'est rencontrée? ancestral, c'est D'accord. quelque chose que les gens avaient, qu'ils ont un peu oublié. Parce que c'est moins cher, ils ont préféré les serres tunnels comme on les a ici. Sur l'altiplano, le vent est très très fort et donc ça tient pas. Et il y a eu des associations qui les ont offert là, mais maintenant c'est des vrais cimetières. Ces serres, les premières qu'on a fait, elles ont 10 ans. Elles n'ont pas bougé parce que c'est des serres qui sont... Non. Ah, on cherche la photo. Non, il n'y a pas la photo. D'accord. Je suis désolée, mais de toute façon, ça se voit pas. C'est des serres qui ont de la tôle ondulée, qui sont un petit peu sous terre, et donc le vent n'a aucun impact. Et au bout de 10 ans, elles sont nickel, elles sont entières, et les gens sont ravis parce qu'il n'y avait pas de travaux. Parce que c'est vrai que si on offre une serre
qui au bout de 2 ans, il n'y a plus de plastique, les gens, ils n'ont pas les moyens d'acheter du plastique. C'est vrai que ça rejoint aussi la présentation de vos projets avec des partenaires locaux et des expertises locales et des projets du coup adaptés peut-être tout particulièrement aux réalités de terrain. Hein, voilà, donc, c'est surtout ça, c'est de travailler avec les gens. On travaille beaucoup avec la municipalité, avec la préfecture, avec tout le système éducatif et tout. On a créé un centre socioculturel il y a 2 ans qui permet aux enfants qui ont classe jusqu'à 2h de l'après-midi d'avoir des activités un petit peu diverses l'après-midi et ne pas traîner dans les rues, ce qui est très important. D'accord, et du coup, pardon, je vous écoute. Oui, parce qu'il y a un autre 4e point qui est important chez nous, c'est le commerce équitable. D'accord. Voilà, alors on a créé une association artisanale qui travaille la laine d'alpaga, pas de vigogne parce que ça c'est très cher et ça se travaille pas, mais la laine d'alpaga, elles se sont créées en association, on les a aidées avec du machine et tout ce qu'on ramène de lainage d'alpaga vient uniquement de cette association. D'accord, et du coup, pour acheter les produits qui sont issus de ce commerce équitable, c'est possible? Comment est-ce qu'on fait? On a un site Matjacoira, on a un Facebook, on est connu à Humanis, donc on peut trouver notre adresse aussi dans l'annuaire d'Humanis comme la calebasse de taureau. D'accord, Matjacoira, donc là aussi il faut googliser tout ça et j'imagine que Google nous fera des miracles comme d'habitude. On est bien placé sur le site. Alors il y a encore un autre point, un plus qu'on a par rapport peut-être à d'autres associations et qui n'a pas pu se réaliser cette année, c'est qu'on accueille énormément de bénévoles là-bas qui font leurs projets ou qui s'inscrivent dans nos projets. Enfin, leurs projets, s'ils en ont à se présenter, comme par exemple le compost, ça rentre dans nos domaines d'action. Et on a chaque année un groupe de scouts, des étudiants en ingénierie, que ce soit eau ou autre. Et on travaille aussi avec une association de humanistes qui s'appelle Allogemo, qui nous a aidés avec des élèves ingénieurs de faire des adductions d'eau. Merci beaucoup en tout cas pour la présentation de votre projet et de toutes vos associations également. On le rappelle, on est en direct depuis la rentrée des associations, depuis le parc de la Citadelle. Ça s'entend derrière moi avec le village. Je dis la rentrée, c'est le village maintenant, c'est ça? D'accord. Je pensais avoir fait la bonne inversion. Ok, bon ouais. Et du coup ça s'entend certainement avec le haut-parleur qui est placé juste derrière nous. En tout cas, merci beaucoup pour la présentation de toutes vos associations. Courage vraiment pour tous ces projets. Courage également pour la suite de ce procès. Et on aura, j'espère, le plaisir aussi de vous recevoir pour écouter la suite de tous ces projets, la suite aussi du mouvement de ce... et de pouvoir vous accueillir encore et entendre toutes vos expertises de terrain également. Merci beaucoup. Alors ce plateau va changer, on va accueillir d'autres invités pour poursuivre ces temps, toujours en direct depuis le parc de la Citadelle et on vous remercie encore pour votre présence. La Maison d'Association est une structure en pleine évolution puisqu'elle va adopter un nouveau projet associatif juste après ces journées, c'est-à-dire le 25 septembre, dans une démarche d'animation associative, mais surtout dans une démarche d'associer des associations à la vie de la Maison des Associations. Quel est son rôle? Maison des Associations, je vous l'ai dit, gestion patrimoniale et deuxièmement, animation de la vie associative. Donc, un des outils, alors on a plein d'outils, on a un site, bien sûr, il y a un site spécifique Village des Associations, c'est neuf aussi ça, je ne l'avais pas dit avant, mais c'est vrai, toutes les informations sont sur le site, alors vous avez sans doute déjà utilisé ce site puisque vous êtes là. Ensuite, effectivement, la web radio. Alors, web radio, c'est quoi? C'est tout simplement des podcasts. Un podcast, c'est tout simplement des enregistrements que vous retrouvez sur le site. Les podcasts ont un gros avantage, c'est que ça fait parler l'ensemble des associations. On a eu de la chance ou de la malchance, il y a eu le confinement. Malheureusement, le confinement a une limite. La limite est la suivante. Comment est-ce qu'on fait? Tout était prêt et on arrête. Non, on n'a pas arrêté. On a créé la Minute Associative. Et là encore, je remercie nos aides techniques, on va le dire comme ça, de Radio Arc-en-Ciel qui nous ont aidés à réaliser cela. Donc, il y a eu la Minute Associative. Et maintenant, aujourd'hui, nous lançons
on va dire, l'inauguration officielle de cette web radio. Alors maintenant, c'est des émissions d'1 heure, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais je pense que Lionel vous en parlera très facilement. Donc, la web radio. La web radio, c'est quoi pour nous? C'est tout simple. C'est tout simplement permettre aux associations de s'exprimer et de s'exprimer sur ce qu'elles font, mais aussi sur ce qu'elles souhaiteraient faire, mais aussi sur quel type de réseau elles aimeraient mettre en place. Parce que ce qui est important, c'est pas d'être seul, c'est d'être nombreux. Quand on fait de la culture, le fait d'avoir des sujets différents, des thèmes différents, ça permettrait de faire des choses plus importantes. Donc effectivement, la maison des associations est aussi là pour ça. Donc il y a toute une démarche. Et bien sûr, je fais un appel à toutes les associations qui souhaitent se faire entendre dans ce podcast. Là aussi, nous sommes dans l'attente, enfin je vous engage plutôt à venir nous voir pour que nous puissions là aussi continuer à vous valoriser et vous promouvoir. Ce qui me semble encore important, c'est de vous dire 2 choses. La première, c'est que la MDS est organisateur, c'est vrai. Les associations présentes sont des organisateurs. Donc, nous sommes tous ensemble des organisateurs. Nous sommes donc à peu près 500 personnes qui seront organisateurs pendant ces 2 journées. C'est important. Être organisateur signifie aussi qu'il y a un contrat entre nous. C'est la fameuse charge d'exposant que vous avez tous, bien sûr, signée. Cette charge d'exposant est importante. Elle est importante pour vous, public, pour 2 raisons. La première, c'est que c'est notre engagement de Covid compatible. Et notre deuxième, c'est notre engagement d'être à votre disposition. Donc, ça, je pense que la conclusion, c'est que notre système mis en place, notre concept mis en place, devrait pouvoir répondre à vos attentes. Alors, bien sûr, je vous parlais d'organisateurs, je ne peux, en tant que président de la MDS, que remercier tous les bénévoles qui sont engagés là-dedans. Tous les salariés de l'équipe de la MDS et les bénévoles de l'équipe de la MDS, enfin toute cette équipe de la MDS qui est mobilisée depuis maintenant 1 an pour réaliser ce qu'on fait aujourd'hui. Ce qu'on fait aujourd'hui et demain, bien sûr. Donc, il faut que je les remercie pour le travail fait et il faut surtout que je dise que la MDS souhaite développer un maximum des relations avec les associations et la porte est ouverte pour ces associations. Un dernier mot qui me semble important, c'est la notion de soirée de clôture. Quand on s'est vu pendant 2 jours, en réalité, on ne s'est pas beaucoup vu. Donc, il y a un moment où il faut qu'on se rencontre. Un moment où il faut qu'on se rencontre, et ce sera la soirée de clôture. Soirée de clôture qui est prévue donc le 19 novembre, à noter tout de suite, 19h, au Centre culturel Marcel Marceau. Et à cette soirée culture, il y a forcément un peu de discours, ça fait partie du jeu, mais il y aura surtout participation de 2 ou 3 associations permanentes, 6 à la Maison des associations, et puis la remise du prix des initiatives. Et puis 2 ou 3 surprises, bien évidemment. Donc, je vous invite tous à participer, des associations, bien sûr, des associations qui ont effectivement été présentes, donc mes amis organisateurs, puisque nous sommes tous des organisateurs, de nous rencontrer ce soir-là autour d'une soirée festive et bien sûr avec un petit pot à la sortie.